Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radios qui sont nos partenaires, 130 radios indépendantes sur tout le territoire français avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires. Je vais vous y retrouver. Et ensuite, après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info en direct ce matin. C'est Ségolène Royal qui sera là, ambassadrice des pôles, ancienne ministre de l'Environnement, vous le savez. Enfin, troisième partie de l'émission, l'actualité parlementaire et politique. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Tout de suite, c'est le JT des territoires. À tout de suite. On démarre ce JT à la veille d'un nouvel appel à Paris. Les Gilets jaunes maintiennent la pression un peu partout en France. C'est le cas en Haute-Savoie, à Margecel précisément. Aucun blocage, juste des filtrages. Ils occupent le rond-point de Margecel jour et nuit. Et sur place, la vie s'organise. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi de 8 Mont-Blanc, notre partenaire. Aucun blocage, juste un filtrage. Les gilets jaunes du village des irréductibles gaulois réfractaires sont déterminés. Ils occupent le rond-point de Margecel jour et nuit, en dépit du froid et de la pluie. Malgré la fatigue, ils ne doutent pas de leur mobilisation. Les revendications sont connues et sur le site, la vie s'organise. Des abris de fortune pour se protéger et un petit chapiteau abrite des tables, des chaises et beaucoup de nourriture apportée par les Chablaisiens. Une solidarité retrouvée pour une mobilisation déterminée à se faire entendre. Je croyais qu'on vivait chacun pour soi sur la planète. Eh bien, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On est unis. On est unis, surtout nous, dans nos petits revenus. Parce qu'on a du mal, moi le premier, j'ai du mal à mettre les deux bouts, à joindre les deux bouts. Vous voyez? Et c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. En tant que citoyen et commerçante, on se sent aussi concerné. Nous aussi, en tant que commerçants, on paye des taxes à l'État, on paye beaucoup de choses. Et en tant que citoyen aussi, en fait, tout simplement. Sur le site, l'alcool est banni, tout comme l'affichage politique et syndical. Aucun débordement n'est toléré. Au son des klaxons de solidarité, les automobilistes et les routiers, tous affichent une même volonté. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le village pour sortir de l'ombre et exprimer avec ses mots sa détresse et sa colère. Et dans ce contexte et à l'approche de l'hiver, la Banque alimentaire s'inquiète. Les dons sont en forte baisse et le nombre de bénévoles aussi. Comme chaque année, à la fin du mois de novembre, la Banque alimentaire se prépare à sa grande collecte des supermarchés. Ce sont plus de 4 millions de repas qui ont été distribués l'année dernière aux associations, soit 2000 tonnes d'aliments. À Toulouse, la baisse se fait sentir. Reportage de notre partenaire Via Occitanie sur place. Tous les matins, 5 à 6 camions reviennent de leur tournée dans les supermarchés avec des produits frais, fruits et légumes. Des invendus qui restent consommables pour 48 heures encore. Dans ces entrepôts, une équipe d'une 50aine de personnes se relaie toute la semaine pour trier et ensuite distribuer aux associations les aliments. Salariée en chantier d'insertion, Karine travaille à la Banque alimentaire de Toulouse depuis 11 mois. Au début, j'ai commencé au tri fruits et légumes. Après, j'ai fait un petit peu de distribution et là, je suis à la saisie de la réception des bons de livraison des marchandises. Sur tous les fronts, car nous sommes en période de rush, mais aussi parce que les bénévoles se font de plus en plus rares. On est une très grosse banque, on a des gros besoins, il y a des gros besoins sur la ville de Toulouse et l'agglomération toulousaine. Et malheureusement, parce qu'il y a un manque de bénévoles, je ne peux plus prendre la banque alimentaire ne peut plus accepter des associations qui demandent à bénéficier de la banque, justement parce qu'il y a ce manque de bénévoles, ce manque de denrées durables. Ce week-end, la Banque alimentaire de Toulouse se lance dans sa grande collecte. Près de 2500 bénévoles seront présents sur tout le territoire. Vous croisez peut-être leur regard sur certains trottoirs. Leur situation inquiète les enseignants qui alertent les autorités. Il s'agit des jeunes entre 3 et 6 ans. Ils sont albanais, ils sont roumains, ils sont d'Afrique noire. Ce sont aussi parfois des enfants. Leur situation inquiète les enseignants qui alertent les autorités. C'est un reportage d'Alice Canivet pour TL7, notre partenaire.
Jérémy Rousset est directeur d'école à Saint-Étienne. Cette année, il tire la sonnette d'alarme. Un élève de 3 ans dort dans la rue avec sa famille. Et il est loin d'être le seul. À Saint-Étienne, une dizaine d'enfants seraient dans ce cas. Les nuits sont nettement moins reposantes. C'est des enfants qui ne sont pas moins disposés à se concentrer sur un temps long, puisque lorsqu'on a passé une nuit dehors ou dans un squat, c'est pas exactement la même chose que lorsqu'on est dans son lit quand on a 3, 4 ou 5 ans. Derrière ces grilles, sous le pont de la voie de chemin de fer, vivent Fernando et sa famille. Avec sa femme Livia, ils ont 2 jeunes enfants. L'aîné a 4 ans, il n'est pas scolarisé. Il n'y a pas de domicile, il n'y a pas de maison, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'école. Que je donnais de domicile. Je dormais ici au gare, c'est 3 fois. C'est pour ça. Je suis obligé de faire la manche, c'est ça. Fernando a connu l'école, mais pas suffisamment pour apprendre le français et un travail. Il fait la manche pour survivre et rêve d'un avenir différent pour ses enfants. Pour eux, c'est un vrai privilège, l'école, parce que même en Roumanie, c'est pas très simple d'y accéder. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est la porte pour s'insérer dans notre pays. Des bénévoles tentent de faire le lien entre les familles et les institutions. Mais sans adresse, difficile de stabiliser leur situation et d'offrir aux enfants un accompagnement spécifique. Lorsque les besoins primaires ne sont pas remplis, c'est-à-dire avoir bien dormi, avoir mangé, se sentir en sécurité, il est compliqué pour les enfants de pouvoir se rendre disponibles aux apprentissages. C'est ça aussi qui rend difficile la scolarisation des élèves. Parce que s'ils ne sont pas en sécurité, comment rendre l'esprit libre pour s'attacher à ce que raconte la maîtresse et rentrer dans un projet d'apprentissage. Dès la semaine prochaine, ces enfants devraient dormir au chaud. La préfecture s'y engage. Ils auront une place dans cette ancienne maison de retraite dans le quartier de Montchauvet. Sans transition, longtemps attendu, le dossier médical partagé, c'est parti. La ministre de la Santé a annoncé il y a quelques semaines la généralisation du dossier médical partagé à tous les Français. L'objectif, 40 millions de dossiers d'ici 5 ans. Les explications avec ce reportage de Lina Badreddine pour Télé Grenoble, notre partenaire. Un carnet de santé numérique qui centralise toutes les informations et les données médicales du patient. On parle ici du dossier médical partagé. Un outil qui permet de stocker par exemple les comptes rendus de laboratoire, d'hospitalisation ou encore les volets de synthèse du généraliste. Il peut être alimenté par le patient lui-même. Pour ouvrir un DMP, il faut se rendre dans les points d'accueil des caisses primaires, mais il est aussi possible de le faire en autonomie de chez soi ou encore chez le pharmacien. Nous avons conventionné avec notre partenaire qui est la caisse d'allocation familiale pour proposer aux assurés des ateliers numériques et pour les accompagner dans l'usage de nos nouveaux services numériques, ce qui est très important. Après, si on n'est pas du tout Internet, moi j'ai une petite mamie qui a 97 ans et qui n'a pas du tout envie d'aller accéder à son DMP, elle peut quand même et toutefois ouvrir son DMP et laisser la gestion à son médecin traitant sans accéder sur Internet. L'ouverture d'un DMP nécessite obligatoirement le consentement du patient qui a des codes d'accès. C'est à lui de donner son accord la première fois pour chaque professionnel de santé. Il peut aussi refuser et bloquer un médecin. 3 catégories professionnelles de santé ne peuvent pas accéder au DMP. Il s'agit du médecin de conseil, du médecin expert pour les assurances et du médecin du travail. L'assurance maladie n'a pas non plus d'accès. Ces données de santé, elles sont stockées chez un hébergeur agréé en données de santé. C'est un véritable coffre-fort numérique aujourd'hui qui fait appel aux standards, les conditions les plus sécurisées du marché qui existent actuellement. Chaque personne a la possibilité d'aller sur son dossier médical partagé et on a un accès sur l'historisation des données par rapport aux accès. Donc chaque personne qui va se connecter sur le dossier médical partagé est tracée. Donc le client, l'assuré peut voir qui s'est connecté, à quelle heure, quand et comment. Lors de l'ouverture du DMP, on peut cocher une case qui autorise le monde des urgences, si nécessaire, à accéder aux données médicales sans le consentement de la personne. Voilà, et des nouvelles positives aussi dans ce JT. Et si vous preniez le bus gratuitement à Calais, ce sera bientôt possible. En janvier 2020, le réseau de bus de l'agglomération de Calais deviendra entièrement gratuit. Pas d'augmentation d'impôt de prévu, de quoi satisfaire les usagers. Et Caroline Fichten pour Wéo dans le Nord s'est rendue pour nous à Calais. Après l'agglomération de Dunkerque, celle de Calais proposera dès janvier 2020 la gratuité totale des bus. Une proposition validée par l'ensemble des maires des villes et villages du secteur et que les habitants voient d'un bon œil. Cette annonce sur la gratuité des bus intervient dans un contexte de mobilisation sociale avec le mouvement des Gilets jaunes. Et le bus gratuit, c'est pour les Calaisiens un peu de pouvoir d'achat en plus.
Ça va me faire du bien porte-monnaie parce que surtout les fins de mois sont difficiles. C'est quand même une bonne nouvelle s'il peut mettre en place les bus gratuits. C'est bien, ça rattrape 2 années de retard par rapport à Dunkerque. Pour les gens qui peuvent pas aller en voiture, c'est un peu abusé, quoi. Donc moi je trouve que c'est correct. La billetterie des transports dans le Calaisis, c'est 1,9 million d'euros qui, avec la gratuité, forcément disparaissent. Pour financer cette mesure, la maire de Calais l'assure, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors il est compensé dans une restructuration du budget actuel, ça veut dire pas d'augmentation d'impôts, ça veut dire pas de contribution supplémentaire pour les collectivités qui payaient déjà une contribution, donc il n'y a pas d'augmentation. Nous avons aujourd'hui un excédent de fonctionnement sur lequel nous prélevons la recette qui était liée à la billetterie. Le cadencement des bus sera lui aussi augmenté. L'agglomération fait donc de l'achat de nouveaux véhicules une priorité pour le lancement du réseau gratuit en janvier 2020. Voilà, suite de ce JT des territoires, avec dans un instant la une des titres de la presse quotidienne régionale et des sites numériques de celle-ci. Et ensuite, vous le savez, à partir de 8h, c'est l'invité politique Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, qui sera sur ce plateau. Tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Et bien sûr, à la une de la presse quotidienne régionale, les Gilets jaunes, à la une du Courrier Picard, en marche vers Matignon. Saveria, bonjour. Bonjour. Édouard Philippe reçoit les Gilets jaunes à Matignon tout à l'heure, après 2 semaines de mobilisation intense. Et à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation à Paris, une partie des représentants des Gilets jaunes seront reçus à 14h à Matignon par le Premier ministre et par François de Rugy. En déplacement en Argentine, Emmanuel Macron reste ferme. Il compte poursuivre avec force sa politique de réforme, mais sans renoncer aux ambitions ni céder à la démagogie. À Paris, la manifestation a bien été autorisée sur les Champs-Élysées, mais elle sera extrêmement contrôlée avec 4000 policiers. Et à la une de Ouest France, le plan de Gérald Darmanin, c'est une exclusivité. Et d'ailleurs, Patrice Moyon est sur ce plateau pour le Club de la Presse. Il en parlera dans un instant. Le ministre des Comptes publics veut remettre des agents du Trésor dans les territoires et dans les quartiers. Gérald Darmanin prévoit la création de 400 points de contact en milieu rural d'ici la fin 2019. Dans cette longue interview, il confirme par ailleurs que le projet de taxe poids lourd devrait être abandonné. Il se dit enfin résolument opposé à toute nouvelle forme de taxe. Une bonne chose, la lutte anti-tabac à la une de Midi Libre, le grand quotidien régional d'Occitanie. Les jeunes fument moins, 10% de fumeurs en moins. Malgré des disparités entre les régions et les catégories sociales, la consommation de tabac baisse. Les ventes de substituts nicotiniques ont augmenté de 66% cet automne par rapport à l'année passée. Désormais, 300 000 Français achètent chaque mois ces substituts. Mais pour l'heure, les acteurs de la lutte anti-tabac estiment que la politique de santé publique en la matière est encore insuffisante. Poids des lobbies au Parlement, dépendance de Bercy à la fiscalité du tabac, image culturelle encore très forte de la cigarette au cinéma, à la télévision. Il y a encore aujourd'hui des freins forts qui empêchent d'être plus ambitieux dans cette politique de santé publique. Et le saviez-vous, les Français aiment le cash. Et les Français et le cash, je parle de l'argent, c'est à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de Nouvelle-Aquitaine ce matin. Les Français qui aiment payer en liquide. Une étude de la Banque Centrale Européenne montre que les Français payent toujours en espèces, malgré bien sûr l'augmentation des paiements sans contact. Pour quelles utilisations principalement? Eh bien les petits règlements. Le montant moyen d'un règlement en liquide s'élève à 7,50 €. Dernier chiffre, 68% des paiements chez les commerçants sont réalisés en espèces. Voilà, nous sommes dans une matinale télé, l'écho de la Haute-Vienne et des antennes de télévision. Il va falloir chercher vos chaînes. Il va falloir chercher les chaînes. Dans la nuit de lundi à mardi, les insomniaques vont être privés de leur programme préféré pour cause. Un transfert de fréquences va avoir lieu, ce qui fait que tous ceux qui reçoivent la télé par antenne râteau vont devoir effectuer une nouvelle recherche par chaîne. Depuis octobre 2016, des opérations de réaménagement des fréquences de la TNT sont en cours, bien sûr, au niveau national. Merci Saveria. On vous retrouve bien sûr pour la 3e partie de notre émission, l'actualité parlementaire et politique. Et tout de suite, c'est le Club de la Presse, je vous l'annonçais, Patrice Moyon de Ouest France et André Crétenant de TV5 Monde dans un instant.
Bonjour Patrice Moyon de Bonjour Ouest Cyril. France, régulier sur ce plateau dans notre émission. Merci d'être là. Nous allons parler de Gérald Darmanin qui est dans vos colonnes ce matin. Et bonjour André Crétenant, vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde, nul ne l'ignore. Vous êtes régulièrement présent le vendredi. C'est une chaîne partenaire qui nous diffuse dans 200 pays. Merci d'être là. Avec vous, nous parlerons tout à l'heure de l'image de la France à l'international après cette crise liée aux Gilets jaunes. Patrice Moyon, le ministre des Comptes publics, veut remettre des agents du Trésor dans les territoires et dans les quartiers. C'est à la une de Ouest France ce matin. Oui, alors ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut plus continuer à supprimer des lieux de service public. Il dit 1200 trésoreries fermées ces 10 dernières années. Il dit que ce qu'il dit, c'est que ça participe de ce mal-être qui parcourt le territoire français, qui se sentent abandonnés, notamment dans les petites villes et à la campagne. Donc, il propose non seulement de remettre ce qu'il appelle des points de contact, 400 points de contact, mais aussi même de tester une quinzaine de bus qui iront à la rencontre des contribuables sur le territoire Décidément français. Les bus. Décidément les bus, et il dit comme finalement les bibliobus de mon enfance. Il défend des lieux de service public. C'est un concept fort, ça. Le gouvernement veut renforcer cette idée. Oui, alors il veut... Il veut continuer les réformes, il veut continuer à faire des économies, mais il veut par exemple s'appuyer sur la Poste ou sur les buralistes. Il dit plus aujourd'hui plus question de payer en liquide dans les trésoreries. Il dit aujourd'hui c'est 1 million de manipulations chaque année le paiement en liquide. En revanche, fin du paiement en espèces. La fin du paiement en espèces. En revanche, ça pourra se faire sans doute probablement tester soit dans les bureaux de poste, soit dans les bureaux de tabac. Il y a une carte qu'on a vue derrière vous, qu'on voit derrière vous, avec les différents points très répartis sur le territoire. Oui. André Crétenant, rebonjour. Des Gilets jaunes pour rencontrer Édouard Philippe à Matignon aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est la représentativité. C'est ça le problème majeur du gouvernement? Non, je crois pas. Je pense que c'est pas seulement la représentativité. C'en est un, mais à mon avis, c'est pas le problème central. Le problème, c'est la stratégie. Avec qui parler tout de même? Oui, mais vous avez vu qu'il y a quand même des interlocuteurs qui se proposent. Mais le problème, c'est plutôt la stratégie du gouvernement qui ne sait pas très bien s'il doit les rencontrer, ne pas les rencontrer. Enfin, il y a une valse d'hésitation qui fait que, voilà, dans un premier temps, le Premier ministre ne souhaite pas les rencontrer. Ensuite, il souhaite les rencontrer. Le Président ne souhaite pas les rencontrer. Peut-être que demain, il les rencontrera. Donc, il y a aussi, je dirais, cette stratégie flottante, comme la taxe flottante d'ailleurs, qui fait qu'il y a un véritable problème. Mais c'est vrai aussi que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas structuré, c'est ce qui fait aussi sa spécificité et sa singularité. Et du coup, évidemment que, est-ce qu'il y a des véritables représentants? On ne sait pas très bien aujourd'hui, et d'autant plus qu'on ne sait pas très bien quelles sont leurs revendications. Alors, il y en a un qui veut les encourager à se structurer, j'allais dire. C'est François Hollande, avec une rencontre étonnante qui circule sur Internet. François Hollande aux Gilets jaunes, il faut continuer. Vous avez vu ça, Patrice Moyon? Oui, moi je trouve que depuis quelques mois, un certain nombre d'hommes ou de responsables politiques jouent un jeu dangereux. Parce que c'est un discours qui est quasi insurrectionnel avec Mélenchon, avec Hollande qui n'a pas la distance peut-être qui devrait être la sienne aujourd'hui par rapport à Emmanuel Macron. Très étonnant, absolument. Très étonnant, et d'autant plus que la situation devient de plus en plus explosive. On ne sait pas si le mouvement va s'étendre, on verra ce qui se passera samedi. Moi j'ai le sentiment que le mouvement pourrait s'étendre et prendre de l'ampleur. Et donc je pense que dans ces circonstances, pour un homme politique qui a eu des responsabilités étatiques, je trouve très étrange. Et moi je suis assez mal à l'aise avec ces prises de position où on souffle en fait sur les braises. Alors la problématique aussi qui existe, c'est comment voit-on cette crise des Gilets jaunes à l'international? André Crétenant, vous dirigez TV5 Monde, vous connaissez bien donc la manière dont la France est perçue à l'extérieur. Les images des Champs-Élysées avec ces fumigènes ont fait le tour du monde. Absolument. On va regarder ces images d'ailleurs pendant que vous parlez. Quand je dis le tour du monde, l'Australie, Singapour, l'Asie, la télévision chinoise, CNN évidemment en boucle. On peut penser que la France est à feu et à sang à l'étranger en regardant ces images. On peut le penser.
Les chaînes d'information en continu étaient en direct sur les Champs-Élysées. C'est les Champs-Élysées, c'est ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées qui a, Fox News, là, qui a effectivement attiré l'attention. Samedi, j'ai été en contact par les hasards d'amis et de ma famille un peu partout de plusieurs pays dans le monde, et ils m'appelaient pour savoir si tout allait bien à Paris, si je n'étais pas en danger, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est vrai que les violences sur les Champs-Élysées ont été analysées de manière très forte. Channel 8 à Singapour, là on voit les images. On parlait de Fox News, on parlait d'un Paris qui est à feu et à sang, évidemment ce qui n'est pas le cas, mais ça donne une image de la France assez terrible. Il y a deux choses en fait qui frappent la presse internationale, c'est d'abord ce qui s'est passé aux Champs-Élysées et deuxièmement le personnage de Macron. C'est les deux focus. Mais même la BBC, on vient de voir BBC News, la s'y est mise, alors que les Anglais savent parfaitement ce qui s'est passé à Paris. Ils ont des correspondants ici. Il y a un bureau de la BBC important à Paris. C'est les Champs-Élysées. C'est ce qu'on voilà la plus belle ville, la plus belle avenue du monde. Ça focalise l'attention. Et la deuxième chose, c'est évidemment le principe des chaînes d'infos en continu. Il se passe quelque chose. Et n'oubliez pas que vous avez des touristes du monde entier sur les Champs-Élysées. Donc évidemment que les chaînes des différents pays en parlent. Ça donne une image évidemment assez terrible de ce qui se passe en France. TV5 Monde, comment vous relatez, puisque vous êtes une chaîne francophone, un conseil d'administration multiple, mais avec la France à l'intérieur de ce conseil, comment vous traitez cela ? Je pense que il y a 9 antennes dans le monde, je rappelle. Par notre particularité, par le fait que effectivement nous sommes une chaîne avec des partenaires européens et francophones, européens et canadiens, fait qu'on a automatiquement, de manière assez naturelle, une vision plus internationale. Voilà, comment les Belges, vous avez vu peut-être qu'en Belgique, vous avez aussi un phénomène de gilets jaunes, comment les Suisses, comment les Canadiens regardent évidemment ce phénomène. Et c'est vrai qu'ils ont une vue, je trouve, assez... À part les événements des Champs-Élysées, ils ont une vue assez exacte de ce qui se passe. J'ai été frappé de voir qu'ils font une analyse plutôt urbanistique, sociologique. Ils vont assez au fond des choses. C'est sans doute dû au fait qu'ils ont des correspondants ici à Paris et qui sont là depuis longtemps et qui analysent les choses. Patrice Moyon, on peut craindre samedi le même genre, j'allais dire, de chauffourée ou pas ? Apparemment des contrôles d'identité vont être imposés sur les Champs-Élysées, on ne pourra pas avoir de projectiles sur soi, on va filtrer les gens qui vont pouvoir avoir accès aux champs. Je ne sais pas si ça va marcher, parce qu'en plus, il va y avoir 2 manifestations samedi. Il y a le rassemblement de la CGT et ce rassemblement sur les Champs-Élysées. On ne sait pas s'il va y avoir des convergences, des défilés. Il va y avoir les Black Blocs qui vont essayer de s'infiltrer un peu partout. Donc c'est très compliqué, effectivement, pour les forces de l'ordre. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est le soutien des Français. Vous avez eu ce sondage qui dit que 84% des Français soutiennent le mouvement, alors même qu'il y a eu les événements des Champs-Élysées. C'est le genre d'événement qui, généralement, on n'approuve pas, et malgré cela, et malgré les violences qui ont eu lieu, 84% des Français approuvent le mouvement. Donc pour moi, c'est un encouragement effectivement pour ce mouvement à continuer. Je pense que ce qui va se passer samedi est assez crucial, et je pense qu'à partir de samedi, ce mouvement pourrait prendre encore plus d'ampleur. Vous avez la même opinion, Patrice Moyon ? Oui, mais ça rappelle 1995, avec un vrai risque pour le gouvernement Emmanuel Macron d'être complètement bloqué pour la suite du quinquennat, avec de grandes réformes quand même qui les attendent, c'est ne serait-ce que les retraites. Oui, mais ça c'est un des enjeux, mais je pense qu'il y a un enjeu à court terme, là, maintenant, c'est-à-dire que des mesures qui auraient dû être prises n'ont pas été prises, et je ne sais pas comment le gouvernement va s'en sortir, je ne sais pas. Certains observateurs ont pointé une fragilisation du Premier ministre, quelques députés de la majorité, on a vu Patrick Vignal, par exemple, député de l'Hérault de la République En Marche, qui disait qu'il fallait écouter mieux et plus les gilets jaunes, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de découplage de l'exécutif dans cette affaire, tous les deux, André Quatennens d'abord? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que les élus, de par leur fonction, sont proches des citoyens, des électeurs, des gens, comme on dit, et eux, évidemment, ressentent l'urgence, la nécessité de prendre des mesures qui, effectivement, touche au pouvoir d'achat, et vous avez vu que dans le discours d'Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat n'avait pas été évoqué, cette notion de pouvoir d'achat, et alors il est central dans la mobilisation d'aujourd'hui, et je ne pense qu'on ne s'en sortira pas si on n'agit pas sur le pouvoir d'achat. Sur la question politique de ce découplage dans l'exécutif, Premier ministre, Président de la République.
on commence à voir émerger des tensions entre le Premier ministre, en tout cas entre les entourages du Premier ministre et celui d'Emmanuel Macron. Et puis l'attitude d'Édouard Philippe rappelle étrangement celle d'Alain Juppé, dont il est très proche. Très raide. Vous voulez dire un Premier ministre droit dans ses bottes, comme un Premier ministre droit dans ses bottes, mais qui va devoir quand même composer, être un peu plus habile, moins raide. À partir du moment où il y a des difficultés, à partir du moment où on ne trouve pas la solution au problème, c'est assez, j'allais dire, naturel qu'il y ait des tensions. Mais je ne sais pas. Effectivement, on a l'impression qu'il y a des messages qui passent de la présidence au Premier ministre et vice-versa, et que ça coince, et que visiblement il y a quand même quelques divergences dans la stratégie. Mais plus la crise avance, et plus cela va être compliqué. Oui, non. André Crettenand, il nous reste peu de temps. Vous êtes suisse ? Nul ne l'ignore, en tout cas ceux qui regardent cette émission. C'est possible en Suisse, ce type de manifestation ? Vous savez, dans ces cas-là, je réponds toujours non, hein, bien sûr. Mais je veux dire, en tant que Suisse, j'aime ce qui est ordré et policé. Donc évidemment, le phénomène des gilets jaunes me surprend, m'étonne, etc. Mais je dirais aussi que plus l'événement se développe, et plus j'ai une compréhension, surtout ce qu'on a pu voir, ce que les urbanistes disent de ce développement de la France avec ces zones périurbaines. Je pense que c'est plus que simplement un épiphénomène. Je pense qu'il y a une véritable, peut-être même révolution sociale qui est en train de naître. André Crettenand, directeur de l'information de TV5 Monde. Merci Patrice Moyon de Ouest France. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission après notre invité politique. Dans quelques minutes, c'est Ségolène Royal qui sera à votre place sur ce plateau. Elle est là. Dans un instant, c'est la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. C'est la seule météo avec aussi les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique, des Caraïbes. Et surtout, vous allez le voir, c'est la Saint-André. Bonne fête, André Crettenand. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. De recevoir en direct dans quelques instants Ségolène Royal. On va regarder en quelques minutes ce qu'il vous faut retenir de l'actualité du monde, ce qui s'est passé avec le Zap Monde de TV5 Monde. Et aux États-Unis, pour commencer, c'est l'ex-avocat de Donald Trump qui plaide coupable d'avoir menti au Congrès. A tout de suite avec Ségolène Royal. Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Il vient juste de témoigner devant un tribunal fédéral de Manhattan pour délivrer un aveu de mensonge. Michael Cohen a avoué ce jeudi avoir menti devant le Congrès au cours de son audition sur l'enquête des ingérences russes dans la présidentielle américaine de 2016. L'ancien avocat de Donald Trump, véritable homme de confiance du président, qui le voit tout autrement désormais. C'est une personne faible, contrairement à d'autres personnes comme vous. Et ce qu'il essaie de faire, c'est d'obtenir une réduction de peine. Le Premier ministre avait à peine posé le pied en Argentine que déjà son gouvernement voulait donner le ton. Aujourd'hui, j'annonce que le Canada impose des sanctions ciblées. 17 ressortissants saoudiens jugés responsables ou complices du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi sont interdits de territoire au Canada et leurs avoirs canadiens sont gelés.
Le prince héritier saoudien ne figure pas sur cette liste, mais il reste un invité embarrassant au G20. Il est l'un des rares photoreporters chinois connus sur la scène internationale. Lu Guang, récompensé à de nombreuses reprises pour son travail, est porté disparu depuis le 3 novembre dernier. Une disparition alors qu'il voyageait dans un lieu loin d'être anodin, la province chinoise du Xinjiang. Dans cette région, Pékin est accusé d'avoir mis en place un gigantesque réseau de camps de rééducation visant les populations de confession musulmane. Au Xinjiang, des habitants disparaissent dans ces camps parfois plusieurs mois sans explication et rares sont les personnes à avoir pu quitter le pays pour témoigner. Avant de partir, les autorités chinoises m'ont dit de ne pas parler de ce qui se passait au Xinjiang. Ils m'ont demandé de dire que les choses étaient comme avant. Ce jeudi matin, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Lomé. Des milliers, mais un seul mot d'ordre. L'élection législative doit être annulée. Nous utiliserons tous les moyens légaux dont nous disposons pour empêcher ces élections, ces simulacres d'élections d'être organisés. L'opposition estime que ces législatives dans l'état actuel des choses sont jouées d'avance. Le fichier électoral actuel est corrompu selon les opposants. Ils dénoncent aussi le découpage électoral qui favoriserait le parti au pouvoir.